C'est vraiment une grande passion qui allait avec aussi celle du théâtre. J'aurais adoré, moi, pouvoir faire du théâtre. Maintenant que je suis dedans, je suis vraiment en train d'apprendre ce que c'est qu'être dans un labyrinthe. Et comme je me suis tapé 1 mois de survol, mais ça, je ne le sais pas encore à ce moment-là, je vais apprendre beaucoup plus vite. Et la deuxième traversée que j'ai faite, c'est celle-là qui est plus récente, c'est que moi qui en fait ai toujours eu une santé de fer, je me suis retrouvé il y a 2 ans et demi avec un pépin cardiaque. Pour la première fois, on m'a dit chose qu'on ne m'avait jamais dit. J'ai attendu 65 ans passer pour qu'on me dise écoutez, vous avez plus 20 ans. Comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision et qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision? Et là, ça a beaucoup changé, si tu veux, en 50 ans. Et bien, on sait ce que c'est une bonne décision. C'est une décision qu'on prend. C'est ça. Voilà. Et qu'à partir de ce moment-là, on va tout faire pour essayer de rendre bonne. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et ont envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Très heureux de recevoir aujourd'hui Philippe Gabillet dans La Traversée. Alors en plus de ça, je dis recevoir alors que c'est toi qui nous reçois dans tes locaux où tu as un peu vécu. Oh, j'ai un peu sévi, oui, pendant quelques dizaines d'années. Les locaux de l'ESCP. Voilà. Non, de l'ESCP. De l'ESCP, oui, absolument. Donc on est sur le campus Montparnasse, un des campus parisiens d'une école de management qui est ESCP Business School. Et voilà. Et donc moi j'ai travaillé dans cette école depuis 1992-93 où j'ai donné mes premiers cours. Et jusqu'à ma retraite, et même après ma retraite, j'ai continué, et je continue d'ailleurs à donner des cours, puisque je suis toujours professeur, mais maintenant, vu mon grand âge, je suis professeur émérite, donc je continue à donner des cours dans cette honorable maison qui nous accueille aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de ce temps passé, ou de ces temps passés avec à la fois, j'imagine, des élèves qui t'ont marqué, comme peut-être plutôt des... J'en sais rien. C'est quoi l'environnement ? C'est quoi les grandes découvertes ou les grands échanges, les grandes surprises peut-être ? Oh, il y a eu des grandes et des petites. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que dans le fond, j'ai jamais véritablement quitté moi le monde de l'enseignement. Il y a des gens qui sont attachés, parfois c'est pour des raisons familiales, à l'industrie, à la terre, etc. Moi, c'était à l'enseignement parce que ma mère était dans l'éducation nationale, il y avait des profs dans ma lignée, et moi-même, quand j'étais jeune, j'avais vraiment envie, moi je voulais être prof de lettres, clairement. Et je voulais être prof de lettres modernes, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était, et ce qui m'intéresse d'ailleurs toujours, en priorité, c'était vraiment l'histoire de la littérature moderne, essentiellement d'ailleurs fin 18e, 19e, 20e. Et ça, je ne l'explique pas, je ne vais pas l'expliquer, c'était comme ça. C'était vraiment une grande passion qui allait avec aussi celle du théâtre. J'aurais adoré, moi, pouvoir faire du théâtre. J'étais dans un milieu social qui faisait que, c'était dans les années 70, comme je dis souvent même à mes enfants, tu sais, quand tu es d'un milieu... Quand bourgeois protestant bordelais, tu dis à ton père que tu veux faire une école de théâtre, ça s'est pas passé comme ça. La réponse de mon père a été assez laconique, c'est-à-dire oui, ok, tu veux faire du théâtre, t'en feras. T'en feras, mais tu vas commencer par faire Sciences Po et puis l'ENA après, et puis après, il avait d'ailleurs rajouté comme tout le monde, et puis le théâtre, on en reparlera. Donc c'était une fin pleine d'amour, mais c'est quand même une fin polie de non-recevoir. Donc moi derrière, je me suis retrouvé, tu vois, à faire Sciences Po. Bon, pas inintéressant d'ailleurs, c'est plutôt pas mal. J'avais laissé tomber la partie littérature, même la partie théâtre. Et voilà, la vie avance. Moi, j'ai toujours été un grand... j'accepte les choses, je rumine pas. Je suis quelqu'un qui ne rumine pas. Donc, c'était pas possible. On fera autre chose. Je ferai autre chose. Bon, je suis parti là-dessus, je fais Sciences Po, j'ai donné quelques cours là aussi à Sciences Po. J'aurais pu d'ailleurs être un universitaire dans le monde des sciences politiques. Hein. On aurait pu faire ça aussi. Ça s'est pas fait parce que c'était à l'époque... On est donc en début des années 80.
c'est un peu compliqué. Pour faire une carrière universitaire, il faut à la fois, à l'époque, faut un doctorat. En sciences politiques, c'est une matière où il faut passer l'agrégation, etc. Et je dirais, je n'étais pas assez travailleur pour faire ça. Et puis surtout, je pense que j'étais, dans le fond, moi j'étais un faux intellectuel. C'est-à-dire, je suis un grand pragmatique. Moi, j'ai vraiment besoin de faire des choses j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Tu vois. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné j'ai quitté le truc, 83, j'ai dit j'arrête ça, je vais faire une chose, je vais travailler en entreprise. Je ne savais pas ce que c'était mon entreprise, mais je dis j'ai envie de gagner ma vie différemment. Ne sachant rien faire, par les bizarreries de la vie, je me suis retrouvé dans le conseil, où j'ai plutôt pris ma place. J'étais très bon en conseil. Ça ne m'intéressait pas, mais j'étais très bon. Et je peux te dire que ça, c'est une malédiction. C'est-à-dire qu'être très bon dans un domaine que tu n'aimes pas, ou qui ne te passionne pas plus que ça, les gens, eux, ils veulent te garder, et toi, tu te dis, mais je ne suis pas à ma place. Bon, ça a duré quelques années, et c'est grâce d'ailleurs à cette posture de consultant que j'ai eu l'occasion un jour, suite à un concours de circonstances, de remplacer au pied levé mon patron qui ne pouvait pas assurer des prestations de conférence, et on m'a dit, c'est toi qui vas le faire. C'était à la porte de Versailles, c'était pour un grand salon professionnel, il y avait des confs devant 800 personnes à faire, on m'a dit, c'est toi qui vas le faire, tu te débrouilles, tu y vas. Je dis, mais j'ai jamais fait ça, qu'est-ce que vous me faites faire un truc, je vais me viander lamentablement, ça va me couvrir de ridicule. Il dit, non, écoute, voilà, vas-y, tente-le. Je l'ai fait, contre toute attente, ça a marché très bien, ça a très bien fonctionné, les gens ont bien réagi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui est venu me voir à la fin de ma première conférence, me disant, bon, combien vous me prendriez pour venir faire ça chez moi devant mes troupes? Voilà, il a fallu que je trouve une réponse, hein, et ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais être aussi payé, au-delà du conseil à l'époque, pour prendre la parole devant des auditoires, dans des conventions, des grands séminaires, des événements, etc. Et c'était rigolo parce que, alors c'était pas du théâtre bien évidemment, mais c'était quand même de la scène. Et moi j'ai toujours voulu donner une teinture, tu vois, un peu théâtrale à ce que je pouvais faire. Après j'ai quitté le conseil, je suis parti en entreprise, j'y ai pas fait des étincelles, hein, en toute honnêteté. Je suis rentré dans une grande institution nationale qui est la Caisse des dépôts et consignations. Je m'occupais de développement commercial. J'étais fait ni pour le management au sens pur du terme, j'étais pas fait non plus pour les grandes organisations, il y a de la procédure, il faut rendre compte, etc. C'était des choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise. J'étais une espèce d'oiseau sur sa branche, tu vois. Donc j'avais rien à faire là. Ils m'ont gardé 2 ans, ils m'ont licencié très poliment et très gentiment, dans de bonnes conditions, au bout de 2 ans. Et puis j'ai continué ma voie, mais pas très longtemps, parce qu'en fait, je crois que c'était 4-5 mois après avoir quitté la Caisse des dépôts. J'étais dans le métro, il y avait un journal qui traînait, quelqu'un avait oublié Le Monde. Je cherchais du boulot, moi, à l'époque, hein, donc je regarde les annonces. ESCP cherche enseignant-chercheur. Et c'est trop bête, moi j'ai toujours voulu faire de l'enseignement, pourquoi pas? Je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait comme enseignant d'ailleurs, hein, je ne savais pas trop. Et comme chercheur non plus. Et comme chercheur non plus. Bon. Puis moi je n'avais pas mon doctorat, je n'avais rien, quoi. Donc c'était pas. Je tente le coup, j'envoie. Je reçois une réponse, très polie. Je dis écoutez, merci beaucoup de l'intérêt, tout ça, mais ça ne va pas être possible parce que voilà, vous avez, malgré l'intérêt de votre candidature, en fait, tu connais le coup. Je dis écoute, c'est pas grave, très bien. Et 3 semaines après, quelqu'un de l'école, ici, me rappelle en me disant écoutez, on a fait un recrutement. Pour ce coup-là, on ne peut pas vous prendre parce qu'il y a des choses dans le dossier qui manquent, mais est-ce que vous auriez éventuellement un peu de temps pour donner quelques cours? Si ça tombait bien, je venais de déménager, j'habitais Porte de Bagnolet, le SCP était rue Saint-Maur, 3 stations de métro. Je dis oui, c'est quoi le deal? Il me dit voilà, on vous donne un cours, on vous confie un cours de 30 heures, c'est tous les lundis matins pendant 3 heures, il y a 10 séances, etc. C'est un cours de première année. Et c'est un cours de quoi? Mais c'est un cours de psychologie appliquée au management, donc psychologie sociale, connaissance des comportements, etc. C'est extrêmement intéressant. Je prends, bien sûr, je prends tout de suite. Là aussi, j'y vais, je démarre, ça marche très bien tout de suite. L'année d'après, ils m'en donnent 2e, puis 3, puis 4, puis je commence à travailler avec tout un tas de gens dans l'école. Je suis toujours pas prof, hein, mais on me trouve un statut un peu ad hoc, tu vois. Je crois que c'est pour moi qu'on a dû inventer à l'époque le concept de professeur affilié. Tu vois, voilà, je suis affilié. Bon. Donc je suis invité à la Sainte Table sur le Strapontin, mais tout se passe bien. Et puis un jour, quand même, ils me disent écoutez, maintenant, quand même, ça serait intéressant que vous essayiez d'aller jusqu'au bout de la démarche. Il faudrait que vous passiez votre thèse.
Mais j'ai 40 ans, tu vois. Donc, passer une thèse de doctorat à 40 ans, c'est un peu compliqué. Et entre-temps, j'étais rentré au CNAM, et le prof avec qui je bossais au CNAM me dit, mais tu sais, on va sortir des archives et de la naphtaline, un vieux statut que, en fait, on avait réservé à l'époque aux vieux profs subclaquants avant qu'ils partent à la retraite, qui était la thèse dite sur travaux. C'est-à-dire que la thèse sur travaux, c'était un concept où tu prenais tout ce que tu avais écrit, n'importe quoi, hein, depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans, tu mets tout dans un panier, tu fais une note de synthèse qui fait 70 pages, un peu intelligente, avec les articulations épistémologiques, les trucs scientifiques, etc. Et c'est bon. Il se trouve que moi, pendant toute cette période-là, si tu veux, j'avais commencé à publier, mais du grand public, tu vois, des bouquins de management, mais qu'on trouvait dans les gares. Enfin, c'est vraiment de la vulgarisation sur les problèmes d'entreprise, de psycho, de management, etc. Et j'en avais quand même publié 2, 3, 4. Quoi. Très bien, allons-y gaiement, on fait ça, je m'inscris, thèse sur travaux, et donc je suis obligé à ce moment-là de relire tout ce que j'avais pondu depuis 20 ans. Et là, ça me tombe des mains. Je dis, mais c'est pas possible, c'est pas humain. Quoi. Je peux décemment pas présenter ça devant un jury. C'était des papiers de circonstances, d'opportunités. C'était écrit un peu, tu vois, vite fait, quoi. Bon, ça va pas. Donc j'étais obligé de tout réécrire. Et au bout du compte, la thèse sur travaux, elle fait 500 pages, si tu veux. Bon, donc j'ai quand même un peu ramé, voilà. Et j'ai fini par la soutenir en 2004. Et à partir du jour où j'ai soutenu, là, j'ai été nommé prof très rapidement. On m'a confié la direction académique d'un des programmes phares de l'école, qui était l'executive MBA. Et puis, voilà, après, c'était bon, c'était parti. Et je continuais à être prof, tu vois, mais en même temps conférencier, parce que, en fait, je dis toujours, je suis rentré à l'ESCP pour faire mes premiers cours en 92, et ils m'ont vraiment embauché en 2004. Et moi, ma boîte de conférencier, si tu veux, elle existe depuis, j'ai commencé à vendre des conférences en entreprise en 1988. Donc je suis pas le plus ancien dans ce métier, mais je suis probablement, je dirais, un de ceux qui fait le plus longtemps, parce que tous ceux qui étaient avec moi à l'époque, ils sont plus là. Ils ont pris leur retraite ou ils nous ont quittés. Quoi, tu vois, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et les choses ont continué tranquillement. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des tas de choses tout à fait sympas. Et il y a eu là aussi, autre concours de circonstances, incroyable. En 2010, je suis embarqué, c'est parce que c'était drôle en plus, c'était sympa, dans la création, autour de Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Mathieu Ricard et d'autres, dans la création de la Ligue des optimistes de France, autour d'une dame qui s'appelle France Roch, et qui est éditrice d'ailleurs, et qui est devenue mon éditeur après. Et on a créé la Ligue des optimistes de France. Il n'y avait pas de bouquin, il fallait en écrire un. J'ai écrit Éloge de l'optimisme, le bouquin marche très bien. Et voilà, grâce à ça, je rentre en contact avec les gens de la radio. Je me retrouve à participer au Grand Gueule sur RMC pendant quand même quelques années. Et tout ça se fait, tu vois, tranquillou, et toujours en continuant à faire de plus en plus de conférences, parce que j'aurais pu dire que ça a été volontaire, mais c'est pas vrai. Il se trouve que j'ai vraiment commencé à faire des conférences sympas autour du thème de l'optimisme. J'en avais fait d'autres aussi beaucoup autour du thème de la chance, c'est quoi l'intelligence d'opportunité dans la vie, etc. Que des thèmes qui se trouvaient être totalement adaptés au temps d'incertitude, de marasme ou de morosité dans lesquels on était. Donc, moi, j'ai jamais eu de morte saison, et encore, ça continue aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'en est même parfois un peu étonnant. En fait, on me demande toujours, on me dit, oui, mais vous faites toujours la conf sur l'optimisme? Oui, absolument. Tu as même des gens qui m'envoient un lien avec une vidéo YouTube qui a 15 ans, où j'étais, je ne sais plus dans quel théâtre, voilà, je ça. Puis vous savez, mais entre-temps, ça a bougé. Non, mais je celle-là. Puis je veux surtout cette anecdote-là, avec cette blague-là. Ça, c'est formidable. Je dis, ok, très bien, on va le faire. Et le truc a suivi son cours tranquillement. Donc, moi, j'ai eu pas mal de responsabilités ici, de direction de programme. Je me suis assez rapidement spécialisé quand même dans la formation de dirigeants et de managers. Je faisais quelques cours avec des étudiants, mais ce n'était pas obligatoirement ma population de prédilection. D'abord parce que les matières sur lesquelles on enseignait, je ne veux pas dire que ça ne les intéressait pas, mais si tu veux, quand tu as 20 ans, 21 ans, tu rentres à l'ESCP, tu es généralement un matheux ou une matheuse, tu as fait beaucoup d'économie, etc. Les problèmes comme ça de psychologie du travail, de comportement de management, ça te passe un peu au-dessus. Tu te dis, bon, c'est pas vital, quoi. Et c'est probablement vrai qu'à ce moment-là, c'est pas vital. En revanche, comme on les revoit tous 2, 3, 4 ans plus tard, ou 5 ans, en master spécialisé, en master of science, en MBA, alors là, pour le coup, ils te disent, ah, mais attendez, oulala, mais
les enseignements de management, tout ça, de leadership, très très important. Mais moi, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais pas fait telle ou telle erreur quand j'ai démarré ma carrière, etc. C'est assez rigolo. Et donc tout ça, c'est développé tranquillement, tu vois. Le SCP a toujours été très près. Moi, c'est une famille ici, hein, donc c'est une école qui est vraiment une famille, il faut le dire. C'est une communauté de gens. Moi, j'ai toujours été très, très fidèle à cette communauté. J'ai refusé la totalité des propositions qui m'ont été faites, même qui étaient parfois financièrement intéressantes, mais de quitter le SCP pour aller dans d'autres écoles, parce que moi, je me sentais ici, chez moi. Des fois, tu arrives dans un endroit, tu te dis que je suis chez moi. C'est ma famille, c'est ma maison. Donc, j'avais strictement aucune raison de partir. Et puis, accessoirement, on m'a laissé développer mon activité de conférencier professionnel depuis maintenant, je te dis, j'ai commencé en 88, tu fais le calcul. Ça fait un moment que je suis dans le business quand même. Et ça continuait à se développer tranquillement jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Les grands éléments du truc. Merci de ta biographie rapide et en même temps assez complète. Est-ce que, quand tu parlais tout à l'heure de l'erreur des étudiants qu'ils faisaient ou qu'ils continuent à faire, à savoir de ne pas s'intéresser à ce genre de matière, moi j'entendais plutôt l'erreur, c'est de ne pas faire d'erreur, quoi. Oui, absolument. Parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à suivre des cours. Il n'y a aucun jugement, tu vois, à avoir. Et moi je comprends très bien que quand on vient ici, la plupart c'est pour acquérir un certain nombre de compétences techniques qui vont leur permettre de démarrer dans la vie avec des jobs intéressants, avec des beaux salaires. Pendant des années, c'était surtout la finance, tu vois, ou le marketing du luxe, des choses comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus la sustainability, le développement durable, bien sûr l'IA, sans doute. Mais voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est ça. Et les dimensions comportementales liées au monde du travail, ils n'ont aucune raison d'en être conscients, puisqu'ils n'ont pas encore travaillé. Alors, de temps en temps, tu en as quelques-uns, tu vois, ceux qui ont, souvent d'ailleurs de milieux peut-être plus modestes que les autres, ou qui ont quand même bossé avant, qui ont fait beaucoup de stages d'été, ceux qui ont fait du scoutisme, par exemple, ceux et celles qui ont fait du scoutisme, et qui, eux, en fait, sont des gens qui ont beau avoir 20 ans, 21 ans, ils ont fait l'expérience d'encadrement, enfin, encadrer les gens. Et il n'y a pas à tortiller. Moi, je suis encore une fois, même philosophiquement, je suis un pragmatique, hein, comme les philosophes anglo-saxons. Moi, je ne crois qu'à l'expérience. Je ne crois pas à la pensée, je n'y crois pas. Je crois qu'il n'y a que l'expérience qui signifie, il n'y a que l'expérience qui fait sens. Dès l'instant où un individu n'a pas d'expérience de quoi que ce soit, la connaissance intellectuelle, conceptuelle qu'il va avoir peut être tout à fait intéressante intellectuellement, ça ne va pas beaucoup l'aider. Tu sais, c'est la métaphore du labyrinthe. C'est-à-dire, la métaphore du labyrinthe consiste à dire, quand vous êtes imaginez, vous êtes face à un labyrinthe de verdure géant, mais imagine un labyrinthe de verdure qui ferait peut-être 2 hectares, vraiment le labyrinthe. Et on te dit, voilà, on vous donne comme mission, vous devez absolument apprendre à vous débrouiller dans ce labyrinthe. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez carte blanche. Le gars ou la fille à qui on demande de dire ça, dit, écoutez, est-ce que je pourrais avoir un ULM? Bien évidemment, le temps que je veux, le temps que vous voulez. Mais il prend l'ULM et puis il va commencer à, comme ça, il a un petit carnet, des crobards, tout ça, puis pendant des jours, des semaines, il survole le labyrinthe. Puis de là où il est, il dit, ça y est, pigé, tac, 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 oui, là tu vas à gauche, droite, puis là tu sors, là je vois bien, là je vois bien, là je vois bien. Très bien, super. Et puis un jour, il dit, maintenant, il faut rendre l'ULM. Là, on va passer à la deuxième phase. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous prendre, puis on va vous lâcher au milieu du labyrinthe. Voilà. Ça fait quand même 3 semaines, un mois que vous survolez, vous avez des crobards partout, vous allez vous en sortir. Tu es au milieu du labyrinthe, et là, tu découvres que ce labyrinthe-là, mais c'est bizarre, pourtant c'est le même que celui que tu as survolé, mais c'est pas le même du tout. Là, logiquement, je suis absolument persuadé qu'il y avait un truc gauche-droite, puis là, non, je tombe sur un mur de... Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je me rends compte qu'en fait, je pourrais croire que le fait d'avoir survolé avec l'ULM pendant 3 semaines, un mois, n'a servi à rien, puisque maintenant que je suis au milieu, je suis paumé. Erreur. Pour 2 raisons. 1, maintenant que je suis dedans, je suis vraiment en train d'apprendre ce que c'est qu'être dans un labyrinthe, et comme je me suis tapé 1 mois de survol, mais ça je ne le sais pas encore à ce moment-là, je vais apprendre beaucoup plus vite. Et parce que le fait d'avoir survolé, je crois que c'était un grand metteur en scène, aussi un grand chasseur américain, c'est John Huston, c'est celui qui a fait African Queen, et qui disait, les cartes de la jungle la
la jungle en tant que telle, n'est pas dangereuse en soi. C'est la jungle. Ce qui peut être très très dangereux, c'est les cartes de la jungle que vous avez dans la tête. C'est celles-là qui vous mettent en danger. Et donc il va falloir que vous changiez les cartes de la jungle, sans ça vous allez vous faire bouffer par le premier sable mouvant, le premier caïman venu, quoi. Et c'était ça l'idée. Et donc ces jeunes, en fait, dès l'instant où ils ont l'expérience, même si elle est de 2 ans, 3 ans, tu vois, on voit très bien quand on discute avec eux, tu passes 2 ans, 3 ans d'entreprise, instinctivement, même si tu ne sais pas que ça s'appelle comme ça, tu sens ce que c'est. Tu sens, il y a un truc qui s'appelle la négociation, un truc qui s'appelle les tensions interpersonnelles, la gestion des conflits, la démotivation, tout ça. Tu n'as pas les mots, mais tu as vécu un truc pour lequel tu es preneur de ce qu'on dit aujourd'hui, non seulement d'éléments de langage, mais surtout d'éléments de compréhension. Parce que, factuellement, sur la longue durée, tu vois, moi, on a beaucoup réfléchi ici, on s'est dit, mais on est dans des métiers, dans le fond, on sert à quoi? Je pense surtout ici, tu vois, on reçoit en permanence des managers, des dirigeants de tous les pays, des hommes, des femmes, de tous les secteurs. Je dis, mais ils viennent ici, ils payent des sommes qui sont... Mais pourquoi on fait ça? C'est-à-dire que, dans le fond, fondamentalement, on leur apporte quoi? Et moi, au fil du temps, tu veux, ça a commencé, et moi, je suis arrivé à une espèce de conviction, c'est que, effectivement, par rapport à un thème qui sans doute, toi, te parlera, on les accompagne dans une traversée que ni nous, ni eux ne connaissent. Mais dans cette traversée, nous, on apporte 4 choses. 4. D'abord, on est censé apporter de la compréhension. C'est-à-dire que, voilà, vous allez venir chez nous, on va vous former à des sujets divers, hein, le contrôle de gestion, le marketing, la stratégie, l'économie, peu importe. Ce sont des clés qui vont vous permettre de mieux comprendre le réel dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est des filtres, des angles d'attaque, etc. Donc, vous venez dans une école comme ici pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. 2, on est dans des environnements où, si on ne voit pas venir, on va être embêté. Donc, il faut apprendre à voir venir. Il faut apprendre à anticiper. Ça ne veut pas dire à prédire, parce que prédire, on ne peut pas. En revanche, on peut anticiper. Anticiper, c'est se dire, tiens, quels sont les points dans mon écosystème actuel qui seraient le plus susceptibles de peser dans le schéma futur et jusqu'où je peux avoir une influence sur eux. Là, ça devient intéressant. Ça, on vous l'apprend ici. Ensuite, on est censé aussi vous montrer comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision et qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision. Et là, ça a beaucoup changé, si tu veux, en 50 ans. Les gens qui faisaient des écoles de management et de commerce il y a 50 ans, on leur expliquait qu'une bonne décision, c'était une décision qui avait été pesée. Donc, il fallait prendre son temps, lourdement pesé, le pour et le contre, et tout ça, la recherche opérationnelle, les simulations, tout le truc. Et puis après, tu prenais ta décision de façon rationnelle et tu allais l'implémenter. Bon. Tout ça a volé en éclats parce que ce système de prise de décision-là était tout à fait pertinent en soi. Hein. Simplement, il impliquait, pour être pertinent, 3 conditions qui ont disparu. Première condition, c'est qu'il fallait avoir tout son temps. Deuxième condition, il fallait être sûr qu'on avait toute l'info pertinente. Et troisième condition, il fallait être en environnement stable, ou du moins stabilisé. Dès l'instant où on n'a pas le temps, on n'a pas toute l'info ou on en a trop, et l'environnement bouge, l'approche où je vais d'abord prendre la bonne décision. Ben, ici, par exemple, on leur dit, ben voilà, non, une bonne décision, les amis, une bonne décision en management, en gestion en 2025, bientôt 2026, et ben, vous savez ce que c'est, une bonne décision? Ben, c'est une décision qu'on prend. C'est ça. Voilà. Et qu'à partir de ce moment-là, on va tout faire pour essayer de rendre bonne. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, on leur explique aussi que vous êtes maintenant dans un monde où la qualité des décisions que vous allez prendre ne se construira plus jamais en amont. Elle se construira toujours en aval. Une qualité de décision se construit après qu'on l'ait prise. Vous êtes là pour mieux comprendre ce qui se passe. Vous êtes là pour voir venir, vous entraîner à anticiper des situations. Vous êtes là pour prendre des décisions et surtout pour un peu vous déniaiser. Ne croyez pas que parce que vous avez trouvé la bonne décision et que vous êtes le plus intelligent du club, votre décision va passer comme ça comme une lettre à la poste. Le jour où vous mettez le pied dans une entreprise, vous tombez dans des jeux d'acteurs. Voilà. Une entreprise n'est pas naturellement un monde où les gens vont vous aider à réussir. Le monde du travail n'est pas un monde naturellement bienveillant. Vous arrivez dans un système où il y a des gens qui ont eux aussi des agendas, des projets cachés pour certains. Vous-même, vous êtes une ressource pour certains d'entre eux. Vous êtes peut-être une contrainte pour d'autres, mais ils ne vous le diront jamais. Donc vous allez devoir apprendre à devenir un acteur politique, non seulement pour optimiser vos ressources d'action, mais pour protéger vos troupes et vous protéger vous-même, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver voilà, dans la vraie vie. Et donc nous, on leur apprend aussi les comportements politiques dans les organisations, parce que voilà, la notion de stratégie, d'enjeu, d'alliance... Tu reviens sur ça, là. Oui.
Et moi, j'avais été sidéré quand j'étais arrivé ici en 92. Dans le cours de psychologie sociale, le premier que j'ai fait, il n'y avait rien à l'époque sur pouvoir et comportement politique. J'avais dit, attendez les amis, mais pourquoi on n'en parle pas de ça? Je dirais, dans tous les manuels, même anglo-saxons, on en parle. Ah non, tu comprends, ça donne quand même une image. Si l'État n'est pas là pour donner une image ou pas une image. Est-ce que, je dirais, quand quelqu'un arrive aujourd'hui dans une entreprise, expliquer à un jeune il faut qu'il se débrouille, qu'il fasse preuve de son entre-gens, son intelligence, il y a 2-3 infos qui sont clés pour lui. Quelles sont aujourd'hui les priorités de son patron direct? Lui, aujourd'hui, à l'endroit où il est dans l'entreprise, quels sont ceux qui ont intérêt à ce qu'il réussisse assez rapidement parce qu'il constitue une ressource pour eux? Est-ce qu'il y a des gens autour qui pourtant ne le connaissent pas, mais qui n'ont pas intérêt à ce qu'il réussisse trop vite? Parce que s'il réussit trop vite, eux, ça risque de les bloquer. Ah oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de toi? Tu sais, c'est dans les nourritures terrestres, où André Gide fait dire à l'ange Nathanaël, fais de toi, patiemment ou impatiemment, le plus irremplaçable des êtres. Je dis, voilà, si vous ne vous créez pas autour de vous, à travers une image d'expertise, une bonne réputation, une espèce d'aura, alors, excuse pour le jargon, mais d'insubstituabilité, c'est-à-dire qu'en gros, s'il s'en va, il pourrait s'en aller. On pourra toujours le remplacer. Mais tel qu'il est là, dans combien de temps? Et plus tu es difficilement substituable, plus tu as des marges de manœuvre et d'action qui te permettront, et c'est toujours pour les 3 mêmes raisons, optimiser ta propre capacité d'action par rapport à tes objectifs, être un jour un manager qui sera capable, et dont les gens sauront qu'il est capable de défendre ses collaborateurs, parce qu'il a du pouvoir, et toi-même, je dirais, devenir quelqu'un qui ne sera plus harcelable. Parce que malheureusement, même à très haut niveau, on peut être harcelé en entreprise aujourd'hui, même au niveau de codir. Simplement, la première condition pour être harcelé, c'est d'être harcelable. Il y a des gens qui ne le sont pas. Parce qu'ils ne le sont pas parce qu'ils connaissent trop de monde. Ils ont trop de réseaux. Ils ont un lien d'information qui est clé, ils ont une compétence clé. On ne peut pas se permettre qu'ils se barrent ailleurs, etc. Donc, on va réfléchir, et en plus, on va réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose qui pourrait leur porter tort. Juste parce que, voilà, ils ont une espèce de protection organisationnelle autour d'eux. Et ça, t'expliques ça à des jeunes de 20 ans, ils ne comprennent pas. Ici, nous, avec ce qu'on appelle, on est dans la division corporate ici, tu vois. Executive education, c'est bien dire ce que ça veut dire. On éduque les dirigeants. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'ils comprennent très très rapidement. Très rapidement, parce que, et bien, beaucoup d'ailleurs te disent, oh là là, mais les gars, il a 45 ans, tu vois. Ah ouais. Ah mais j'ai fait des tas de séminaires de messages, on m'avait jamais expliqué ça. J'avais pas. Ah bon. Ben oui, pourtant ça. Bienvenue dans la vraie vie. Je voulais revenir juste sur. Tu parlais des décisions et tu as donné un certain nombre d'éléments pour aider à prendre des décisions. Et que fais-tu de l'intuition là-dedans? Écoute, comme je t'ai dit, moi étant un pur produit de la philosophie expérimentale anglo-saxonne, honnêtement, l'intuition, comment te dire, on se connaît mais on ne se fréquente pas. Bon, on se salue quand on se croise, tu vois. Je veux dire, mais moi, c'est un sujet que j'ai toujours trouvé scientifiquement très intéressant, le mécanisme intuitif. Le mécanisme intuitif, c'est-à-dire ce fait que face à une situation donnée, une partie de toi va identifier, décrypter, proposer des voies pour lesquelles toi-même tu es absolument incapable d'expliquer rationnellement le raisonnement qu'il y a derrière. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui d'ailleurs est documenté. Bon. Ce qui me pose problème dans la communauté, tu vois, des psys en général, et surtout en fait dans la grande galaxie où j'ai beaucoup œuvré, qui était celle du développement personnel, c'est quand certains laissent sous-entendre qu'il y aurait une supériorité intrinsèque par essence, de l'intuition par rapport au raisonnement non intuitif. Ça serait super si c'était vrai, et surtout ça permettrait donc d'expliquer, de donner des bonnes raisons à des gens qui ne veulent pas travailler suffisamment sur le dossier, et votre intuition vous permettra d'eux. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été convaincu de ça, et en revanche, je pense que la rationalité peut être un frein, quand on est trop militant de la rationalité, c'est un frein et on n'est plus capable d'accueillir le flash intuitif. Mais le flash intuitif doit vraiment être accueilli
et maintenant on le dit, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein, parce que moi, je suis là depuis tellement longtemps que moi, je me suis tapé l'injonction à l'intuition, tu vois, dans les années 1990. C'était celui qui avait, ou celle qui avait tout compris, c'est celui qui laissait parler son intuition. À la limite, voilà, moi j'ai vu devant moi, hein, non mais attendez, vos statistiques, on s'en fout dans vos chiffres, non mais moi je le sens, quoi, et je le sens, je suis porteur de ça. Le futur, je peux vous en parler, j'en viens, quoi, tu vois, enfin bon, du truc, bon, qui moi je trouvais était pas sérieux, et qui en plus dévalorisait la qualité du processus intuitif parce qu'on en faisait une exclusive. Ce que je trouvais, moi, dangereux. Alors, et c'est vrai que moi, je suis à peu près convaincu qu'à certains moments, le feeling, tu vois, dans la relation autrui, par exemple, ou face à des lieux, enfin, quand je dis des lieux, des situations, tu arrives dans une situation où quelque chose te dit que c'est un truc qui ne colle pas, mais tu ne sais pas encore quoi. Donc, je dirais l'intuition envoie effectivement des messages. Mais c'est une ressource, effectivement, parmi d'autres. Moi, j'ai jamais considéré que ça avait un rôle central. Enfin, un rôle central dans le cadre de la relation, tu vois, professionnelle, dans le monde du travail. Des gens intuitifs, il y en a beaucoup. Puis d'ailleurs, il y a un problème de pédagogie de l'intuition. Parce que ouais, ça s'enseigne, mais justement, ben oui. Mais tu vois, ici c'est une école, hein, donc il y a des contraintes structurelles. Est-ce que ça peut s'enseigner avec des formats où tu as les gens devant toi pendant 1 heure, puis tu les revois un mois après, pendant 1 heure. Donc il y a tout un tas de choses, il y a des tas de sujets comme ça qui sont absolument géniaux, mais les contraintes structurelles dans lesquelles tu es font que ça n'est pas adapté à des enseignements. Tu vois, c'est comme moi à l'époque, je me souviens quand j'ai commencé à travailler en Chine, à retravailler en Chine pour l'école. L'école ici, très gentiment, m'avait proposé, pour que je retrouve mon niveau d'origine, puisque le chinois était ma 3e langue quand j'étais au lycée, mais si tu arrêtes de parler le chinois, j'en avais fait il y a 30 ans, quoi, tu vois, bon. Donc, il m'a dit, oui, vous donnez des cours de chinois. Je dis, oui, ça me fait très plaisir, merci beaucoup, mais bon. Mais j'avais une prof de chinois qui était une dame absolument charmante, mais qui me faisait 2 heures de chinois 1 fois par semaine, ici, là. Et moi, je savais pertinemment, en tant que pédagogue en sciences de l'éducation, c'était du fric foutu en l'air. Indépendamment du grand plaisir que j'avais à travailler avec cette dame. Pendant les heures où on était ensemble, on parlait de chinois, mais dans la semaine qui suivait, tout ça, je dirais, s'est passé parce que le réel serait invité, tu vois. Voilà, il n'est pas du tout donné des cours de langue en face-to-face, tu vois, sur 1 heure par semaine pour apprendre une langue. Ça n'a aucun sens, mais c'est un marché. Donc, c'est un sens marketing, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux, effectivement, aller vivre dans ce pays. Il vaut mieux partir. Ou faire éventuellement de l'immersion. Mais l'immersion, il faut avoir le temps pour le faire. Là, tu me mets 15 jours dans un séminaire en immersion en chinois, au-delà du fait qu'au bout de 2 jours, 3 jours, tu commences à avoir des migraines. C'est ça. Parce que tu as les zones du cerveau qui sont stimulées, qui sont tu n'as pas l'habitude. Donc, tu as des espèces de courbatures des neurones, quasiment. Et au bout de 15 jours, là, ton niveau en chinois, il a monté. Seulement, le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu sais, c'est Paul Morand qui disait « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui ». Dès l'instant où tu fais un truc de façon intensive, 15 jours, mais à fond, ça a monté. Mais c'est pas parce que ça a monté que c'est stabilisé. Et c'est comme les gens qui font des régimes, tu vois, où ils vont perdre, je prends le régime machin, et je perds 15 kilos en 1 mois et demi. Allez, disons en 2 mois. Oui, mais attends, pourquoi est-ce que il n'y a pas que le régime où on fait yo-yo, hein, la connaissance aussi. Hein. Et en revanche, si tu as fait ton immersion et que le lendemain, tu prends ton premier avion pour Shanghai ou pour Rome, si c'est en Italie ou où tu veux, puis à partir de ce moment-là, tu commences à taper le bout de gras avec les pizzaiolo, tu vois, ou les vendeurs de nouilles sur le marché à Pékin, tout ira bien. Voilà. Donc, on apprend aussi, si tu veux, que le monde aussi de l'éducation, de l'apprentissage, de l'enseignement, est lui aussi porteur de ses propres mythes. Mais on vit avec, on fait avec. On peut même finir par les accepter. Voilà, si vous voulez aller plus loin, allez par là, voyez par là, donnez des pistes, tu vois. Il ne faut pas être dur. Je veux aussi que tu nous parles de la scène, puisque c'est aussi une de tes grandes passions. Donc, oui, c'est une grande passion et qui... comment dire pourquoi est-ce que je voulais faire ça?
Je pense qu'il y avait un besoin. Je te dis, au départ, moi, j'ai du théâtre en amateur, j'ai 14 ans, 15 ans, 16 ans. Vouloir faire son métier, ben voilà, on est dans les années 70. Moi, je suis un petit garçon très propre sur lui. Moi, je suis le contraire d'un rebelle. Hein, je dirais, l'anarchie est arrivée après, quoi. Au départ, je suis vraiment d'une conformité absolue. Et je lui dis, tiens, la scène, c'est une façon comme ça, c'est de vivre quelque chose de différent, être quelqu'un d'autre. Probablement comme beaucoup de jeunes apprentis comédiens, quoi, tu vois, c'est probablement. Bon, il se trouve que c'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Alors après, bien sûr, j'ai toujours beaucoup aimé le théâtre en tant que spectacle, tu vois. Et puis, le jour où j'ai commencé à faire des conférences, dans le fond, j'étais dans l'écosystème. J'étais dans l'écosystème du spectacle, des théâtres avec des loges, des gens qui t'applaudissent, des salles qui rient. Donc, tu veux, le vécu était un vécu comparable. Et c'est mis en place, même sur le tard, tu vois, parce que moi, tant que j'étais en activité, ok, bon, voilà, ça me suffisait. Puis à un moment donné, je suis mis dans cette idée, en arrivant dans une association comme la FCP, j'ai vu plein de gens qui donnaient la dimension théâtrale, voire même qui sautaient le pas, tu vois. Bon. Et j'ai commencé à me dire, tiens, pourquoi pas et j'ai dit, tiens, ça me ferait peut-être plaisir. Puis j'ai commencé à y réfléchir, à me dire, tiens, si je transformais mes conférences, certaines en spectacles, etc. J'ai eu des tas de discussions très, très, très approfondies avec certains de nos amis qui font ça. Et je suis obligé de reconnaître qu'à un moment donné, je me suis posé une question qu'il faut savoir se poser. Alors parfois des autres vont t'aider à te la poser. Moi, je me suis posé tout seul, personne. Mais je me suis dit, attends, est-ce que tu en as vraiment envie ou est-ce que ça te ferait juste plaisir? Et surtout, pour faire ça, qu'est-ce que tu es prêt à côté à ne pas faire, sachant qu'on a 24 heures dans nos journées, quoi. Donc voilà. Et comme je dis souvent, quand mes filles me disent mais papa, il faudrait que tu te reposes un peu, etc. Je dis, mais les enfants, se reposer, c'est un truc de jeune. Il faut être jeune pour se reposer parce qu'on a tout son temps. Moi, pas. Je ne l'ai plus. Ma réserve de printemps, ça me nuise tous les ans. Je pourrais le regretter, je ne le regrette même pas. Ça s'appelle la vie. Hein. Mais effectivement, moi, j'aime beaucoup cette phrase de Hugo, de Victor Hugo, qui disait, de toute façon, ce que j'ai le plus regretté dans mon passé, c'est l'avenir qu'il avait devant lui. Voilà. Mais donc maintenant, je dirais, je vais faire des choses, continuer à faire. Le plaisir que j'aurai à faire de la scène, du théâtre, etc., je l'ai. Je l'ai en faisant des grandes salles, je l'ai en faisant, tu vois, j'ai refait encore la 800 au Pharo, au Palais du Pharo à Marseille, 800 personnes. Et ça va. Je suis content. Et de toute façon, si je le faisais, je ferais du seul en scène. Tu vois, par exemple, c'est ça qui m'a mis de la puce à l'oreille. J'ai dit, tiens, en fait, est-ce que je suis motivé à faire du théâtre? Non, pas du tout. En fait, je suis motivé à faire du seul en scène. Parce que moi, jouer avec d'autres gens, ça serait sûrement très agréable. Mais je me sens, non, c'est pas mon truc. Moi, j'ai pas l'esprit de troupe, pour le coup. Tu vois. Donc, ça serait du seul en scène, ça serait du one-man show, ça serait du machin. Ok, très bien. Quelque part, j'ai aujourd'hui la possibilité, dans le métier que je fais, de développer cette dimension-là à travers les conférences. Qu'on me paye un prix en plus très correct. Je ne sais pas si je serais payé la même chose. J'ai une retraite, bien évidemment, comme tout le monde. Enfin, bon, voilà, ça ne me ment pas. Donc, je me suis dit, mais dans le fond, c'est un faux désir. Alors qu'en revanche, l'écriture. Tu sais, je te dis, j'ai toujours voulu prendre de l'histoire de la littérature. Moi, encore aujourd'hui, là, pour le coup, je travaille vraiment sur l'écriture. Je termine mon dernier bouquin, qui sera mon dernier essai en sciences humaines. J'en ferai plus jamais après, j'arrête. Ce sera le dernier, mais on est en train de boucler le dernier, le faire bien correctement, j'espère qu'il marchera bien et tout.
Mais à partir de là, moi, j'ai envie, et là, pour le coup, j'ai envie. Tu veux donner le titre? Je veux faire de la fiction. Ah oui, oui, il va s'appeler, enfin, à moins que l'éditeur ne change au dernier moment, mais ça s'appelle L'Atelier du Destin, et c'est 36 pistes pour réussir un changement de vie. Voilà. Donc, je pense que le truc va être tout à fait sympa. On va le lancer de façon très pro. Là, pour le coup, je vais en profiter, puisque ce sera le dernier. Je vais mettre de la gomme, tu vois, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, machin, tout ça. Le petit site qui va bien pour vendre le bouquin en ligne, en plus des librairies. Mais j'ai des tas de gens autour de moi qui m'aident très gentiment pour faire tout ça, c'est super. Mais pour le coup, après, moi, je voudrais vraiment me frotter. Et alors ça, j'ai vraiment envie de voir si j'en suis capable. Parce que d'ailleurs, faire du théâtre et faire du one-man show, j'en suis capable. Il n'y a pas de mystère. Peut-être que l'ego serait satisfait, mais je sais faire, il n'y a pas de problème. Bon. En revanche, est-ce que je vais réussir à écrire un roman? Dans un premier temps, même médiocre. Mais dès l'instant où c'est une médiocrité, je dirais, améliorable, ça devient intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu es capable de faire de la scène, etc. Oui, oui, tout à fait, mais ça fait 35 ans que je fais ça. Est-ce que tu es capable, tu as écrit des essais, sciences humaines? Ah bah oui, j'en ai même qui sont très très bien vendus. Est-ce que tu es capable d'écrire un roman? Ben, je ne sais pas. J'aimerais, mais je ne sais pas. Et donc je préfère aller là où je ne sais pas. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup plus. Découvrir une partie de toi. Découvrir une partie de toi. Et en plus, alors aussi, il y a aussi autre chose. Alors ça, je dis ça, mais là, je vais faire un coming out qui va sidérer beaucoup de gens, mais ça fait 30 ans, plus de 30 ans, que je suis, même dans mes sujets d'études, tu vois, et de prof, je suis dans le feel good, dans le positif. La motivation, l'engagement, l'énergie, la résilience, le rebond, etc., etc. Bon, la positivité, je ne le supporte plus. Tu sais, c'est comme le gars, je dirais, qui a trop bouffé de chou à la crème. Et il peut plus, quoi. Il peut plus. Tu vois, moi, la littérature feel good, tu vois, les feel good novels, je peux pas. Et comme je dis, moi, maintenant, aujourd'hui, ça faisait beaucoup rire mon épouse et mes enfants. Moi, maintenant, tu vois, je me replonge en ce moment, puis c'est vraiment en ce moment, tu vois. Je suis en train de me replonger dans toute l'œuvre de Simenon, ce qu'on appelle les romans durs, des trucs, je dirais, qui te donnent une image de la nature humaine. Et là, tu vois, quand je lis ça, je dis, oh, quel oxygène, formidable. Voilà. En revanche, la littérature, tu vois, les bouquins où le développement de soi, s'accomplir, bon, même de gens que j'aime beaucoup, tu vois, à titre personnel, en tant qu'auteur, mais je peux plus, j'arrive plus. Ça va. Donc j'ai envie aussi de me frotter, parce que justement, c'est pas ma nature. Mais tu vois, te frotter donc. Moi, je vais me frotter au tragique. Ça m'intéresse au tragique. Et tu as envie aussi d'aller vers des choses qui soient plus sombres, tu vois, qui soient. Parce que je suis bien placé pour savoir que faire rigoler les gens, c'est une fois que tu as l'habitude, si tu veux, je ne dis pas que c'est facile, mais je sais, ça va, quoi, je sais faire. J'aimerais bien, moi, après, rentrer dans la... C'est comme en poésie. Moi, en poésie, en littérature, ça se discute. L'idée selon laquelle on ne peut pas faire de bonnes histoires avec des bons sentiments, ça peut se discuter, parce que moi, je vois, il y a dans les auteurs contemporains, un gars comme Le Gardinier, par exemple, quoi, le gars qui avait fait La liste de mes envies, on peut. Mais c'est vrai que tu as en poésie, par exemple, la poésie avec des bons sentiments, c'est compliqué quand même. Moi, aujourd'hui, je relis Les Fleurs du Mal, parce que je dis, ouais, effectivement, c'est un peu plombant, c'est un peu lourd, mais paradoxalement, c'est un grand paradoxe, pendant qu'un jour j'écrive un truc là-dessus, comment se fait-il que, je dirais, cette expérience très noire du spleen du monde, moi, personnellement, m'oxygène. Peut-être que j'ai un mauvais fond, en fait. C'est peut-être ça l'idée. Je suis dans le fond une espèce de personnage fondamentalement malveillant qui a le goût de voir souffrir. Mais je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr que dans le spleen, tu veuilles souffrir. Non. Tu es dans cet état dans lequel, par contre, tu peux avoir une forme de complaisance au regard de ta propre souffrance. Voilà. Mais cela dit, après, si tu veux, Baudelaire, dans sa vie, il en bavait. Voilà. Alors que moi, je n'en bave pas. Moi, je dirais, tout va bien, quoi. Je suis entouré de gens tout à fait formidables. Je ne fais quasiment que des choses qui m'intéressent. J'ai la chance d'avoir pour l'instant encore une santé qui tient la route. Bon, mais je trouve intéressant, tu vois, le rapport d'un point de vue littéraire, tu vois, je trouve que le rapport au mal, le rapport au tragique, etc., est en soi plus intéressant que le rapport au bonheur. Ce qui d'ailleurs avait fait que quand, tu sais, il y a eu la mode
les Chief Happiness Officers, etc. Au-delà Au-delà même de l'aspect organisationnel, qui était complètement... c'est invraisemblable. La plupart des Chief Happiness Officers, c'était des garçons ou des filles qui étaient en fait responsables de la com interne et de l'animation, donc ça allait. Mais surtout la notion de bonheur, tu vois, vouloir faire rentrer le bonheur dans l'entreprise, mais dès le départ, intellectuellement, ça m'a semblé bizarre. Je me disais, mais quoi, non, le bien-être, oui. Que les gens soient pas malheureux, qu'ils soient bien traités, avec respect, etc. Oui, mais le bonheur, commencer à faire croire aux gens que c'est le travail qui va faire leur bonheur, non, il peut, mais chez certains, des artistes, des gens qui ont ma vocation, mais le bonheur, on va peut-être le trouver plutôt ailleurs, quoi. Je sais pas, dans le travail sur soi, dans la relation avec sa femme, ses enfants, son mari, c'est dans des voyages, mais vouloir coûte que coûte, l'injonction du bonheur au travail, il y avait d'ailleurs un auteur qui pour moi a tout dit, dès le début, dès 2000, il a tout dit, c'était Pascal Bruckner. Il faudrait que les gens relisent aujourd'hui l'Euphorie perpétuelle, où il montre bien que non, c'est pas... puis l'idée sur laquelle le bonheur, par exemple, serait une valeur supérieure aux autres. Non, mais c'est hyper égoïste comme truc. Moi, je suis un vieux con, je pars du principe, non, il y a des choses qui sont légèrement beaucoup supérieures au bonheur, tu vois. La vérité, par exemple, la justice, la générosité, l'amour, éventuellement, même s'il est malheureux. Et voilà. Le bonheur, c'est un truc, tu vois, j'ose pas dire c'est sans intérêt, mais j'en ai quand même... et sachant que moi, je pourrais... On dit, mais tu préfères quand même être heureux. Non, c'est pas être heureux, moi je veux pas être malheureux. Après le reste, je m'en débrouillerai, tu vois. Mais la quête du bonheur, qui en plus est une notion qui se dérobe en permanence, qui peut être frappée, tu vois. Moi, je suis très heureux. Demain matin, je perds une de mes filles, je perds mon épouse. Mais mon niveau de bonheur, il passe instantanément. Hein. Bon, il n'y a pas de... Et quand je parle du bonheur, quand j'étais en Chine, par exemple, tu te rends bien compte que quelle que soit la culture, la notion même de bonheur, ce que tu mets derrière happiness, voilà, le happiness background, hein, ce qu'il va y avoir en arrière-scène, hein, dans les loges, c'est pas le même selon les cultures. Voilà, il y a des gens pour qui être heureux, c'est avoir plus. D'autres, pour eux, être heureux, c'est en faire plus que les autres. Ah bon. D'autres vous diront, ah non, mais pour que je sois heureux, il faut que j'en sache plus. Ah bon, ok. Puis tu en as quelques-uns qui te diront, ah non, pour que je sois heureux, il faut que je partage plus. Ah ok. Et puis tu as ceux qui te diront, ah non, de toute façon, c'est pour être plus heureux, je veux être plus. C'est-à-dire être connecté sur le grand tout cosmique, m'accomplir dans l'univers et tout ça. Donc, les réalités derrière vécues, les expériences vécues sont tellement diverses que... Puis alors, l'entreprise n'a rien à voir là-dedans. Mais l'entreprise n'a pas vocation à rendre les gens malheureux. Voilà. Ça, en revanche, je suis assez d'accord avec ça. Donc il faut lutter contre le malheur d'entreprise. De là, vouloir faire le bonheur, peut-être un peu excessif. Le pragmatique. Oui, pragmatique. Franchement, je crois au réel. De même que même quand j'ai fait pour ma thèse, j'ai dû repartir en psycho, etc. Moi, honnêtement, j'ai jamais été un comportementaliste pur et dur, mais il n'empêche que, tu vois, tous les trucs sur le cerveau, les neurosciences, tout machin, moi j'ai une conviction, mais d'expérience, depuis toujours, c'est qu'un cerveau, par exemple, ça ne sert pas à penser. C'est idiot, ça sert à agir. Ou à survivre d'abord. Mais donc à agir. Donc à agir. Quelqu'un qui utiliserait pendant toute sa vie son cerveau uniquement pour penser, il ne fera rien. Un cerveau qui ne se traduit pas dans l'action, c'est vrai que la grande question, c'est Lénine. Hein. Quand Lénine nous dit que faire, ben c'est une question de fond. J'ai envie de citer plutôt... son nom m'échappe, mais ça va me revenir. C'est un philosophe. Tu as lancé le message, là, ton intuition va te le retrouver. Tu vois. Et le principe, c'est le suivant, c'est de se dire, la phrase, c'est « une pensée assise ou assise est une pensée rassie ». Puisqu'elle n'est pas en mouvement. C'est vrai, c'est Nietzsche. C'est bien. Ouais. J'aime bien ça, moi. Ça c'est tout à fait vrai. Et inspiré par Nietzsche, tu sais, c'est Michel Audiard, qui dans un vieux film qui s'appelle Un taxi pour Tobruk, avait eu la même chose en disant, de toute façon, deux intellectuels assis iront toujours moins loin qu'une brute qui marche. C'est sûr. On avance dans l'émission et je voudrais que tu puisses nous partager quelques-unes de tes traversées et peut-être de ce que tu as envie de partager, peu importe ce que ce soit une leçon ou peut-être un moyen de s'en sortir, si c'était quelque chose qui a été difficile, ou bien au contraire, s'il y avait puisque je crois que, comme toi, qu'à l'expérience personnelle, par contre, je pense qu'on peut inspirer des gens à oser faire leurs propres expériences. Au niveau des traversées qui ont pu être parfois un peu difficiles, j'essaie d'en trouver, mais
c'est vrai que je n'ai pas... Alors, si, il y en a une professionnelle. Comme je t'ai raconté au début, quand j'ai quitté le monde du conseil, j'ai quitté le monde du conseil parce que j'avais été chassé. Et j'en avais marre du conseil, parce que le monde du conseil, c'était encore dans les années 80, donc c'était... puis moi, j'étais en plus associé dans les boîtes où j'étais, donc il fallait trouver du pognon tous les matins quand tu te levais, avec comment on va payer les salaires de la secrétaire, etc. Et un client, à l'époque, me dit, écoutez, je cherche quelqu'un pour me remplacer, je pars en Italie pour créer les filiales là-bas, vous avez formé tous les jeunes chez nous, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver quelqu'un pour me remplacer, moi? Et j'avais tellement ras-le-bol à l'époque de ce que je faisais en tant que consultant que au flanc, littéralement, je rappelle ce client, mais 24 heures après, en disant, écoutez, franchement, moi, ça m'intéresserait. Et d'ailleurs, j'ai formé tous les gens, donc je vois très très bien le job, je vois très bien ce qu'il faut faire. Il fallait s'occuper de tout le développement, si tu veux, de l'animation commerciale des réseaux Poste et Trésor à la CNP, donc compagnie d'assurance dépendante de la Caisse des dépôts à l'époque. Et comme le gars était pressé, c'est intéressant en concours de circonstances, le gars était pressé, il fallait qu'il parte en Italie. Il s'est débrouillé pour me faire avoir le job, et j'ai bypassé tous les process. Je n'ai jamais rencontré la RH, rien. Ça s'est fait à distance, par téléphone à l'époque, par fax. Bon, tu vois, on est en 80, on est en combien? 90, 91. Et je me retrouve, un jour, avec un salaire colossal, dans des magnifiques bureaux à Odéon, et je suis directeur. J'ai 31 ans. Et je suis directeur de l'action commerciale dans cette grande compagnie d'assurance. Et là, je dis, ça y est, je suis arrivé, c'est arrivé. Et simplement, moi, j'ai toujours été que consultant. Ok, je n'ai pas la moindre idée de comment fonctionne une grande organisation, je ne sais pas. J'ai jamais même eu de secrétaire. J'ai jamais eu de secrétaire. Et là, j'en ai deux. Et je rends compte que je trouve, moi, que les gens de mon service, ils ne bossent pas beaucoup. Ah oui, mais parce que j'ai oublié un truc, c'est qu'à l'époque, pour être dans ce job-là, ce qui est un job national, j'ai des sous. J'ai 30 millions de francs de budget à dépenser par an dans des opérations. Alors que moi, je cherchais toujours 10 balles, tu vois, pour faire là. Et je trouve, tu vois, moi qui faisais du malin, qui formait les autres managers, j'ai fait une erreur d'appréciation incroyable. Incroyable. Je me suis trompé sur toute la ligne. Je suis arrivé, je dis, mais ils foutent rien tous. Ils passent leur temps à faire bosser des agences pour eux et à tirer bénéfice derrière des projets qui ont été montés par les agences, des programmes de formation qui ont été créés, etc. Et moi, j'ai commencé à dire, bon, les amis, moi, je vais vous remettre au boulot. Ça, gentiment, polymé. Bon, maintenant, les programmes de formation, vous allez les prendre vous-même. Et il y avait une de mes assistantes qui a essayé de m'expliquer. Elle dit, mais vous savez, Philippe, on ne sait pas faire ça. Nous, on sait faire travailler les agences. C'est ça notre métier. On est des agents publics, hein, on n'est pas des spécialistes du marketing. Et donc, je dirais, en plus, si on s'amuse à faire ça, ça veut dire qu'on ne va pas dépenser les 30 millions. Mais si on ne dépense pas les 30 millions, ça veut dire que l'année prochaine, on en aura moins. Là, attention, vous mettez les doigts dans un engrenage. Bon. Et là, si tu veux, pendant 2 ans, c'était très ambigu d'ailleurs, parce que c'était à la fois une expérience amusante, parce que je me levais le matin, le premier du mois, rien que de voir le salaire qu'on me payait, c'était dément. J'avais carte ouverte dans un certain nombre de grands restos parisiens. J'organisais avec le fric des super beaux événements. Mais j'avais une espèce de sentiment de ne pas être à ma place. Et alors que j'avais une vie de rêve, là, pour le coup, c'était une période où j'ai commencé un peu à déprimer. Et c'est mon épouse parce que j'ai la même depuis 47 ans, si tu veux, donc elle a vu toutes les... Elle me dit, mais il y a un truc qui ne colle pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas. Tu ne peux pas continuer comme ça, tu vois. Et donc, j'étais dans un job dont tout le monde aurait rêvé, avec des collaborateurs de grande qualité, si c'était qu'à un moment donné, une partie des collaborateurs s'est dressée contre moi. Et moi, qui avais toujours été un garçon plutôt sympa, etc., je me suis entendu dire que oui, je forçais, je mettais les gens, on ne parlait pas à l'époque de harcèlement, etc. Oui, mais quand même, je mettais la pression sur eux, je faisais preuve de violence psychologique. Je dis, moi, faire preuve de violence psychologique, mais je comprends. Alors bien sûr, j'avais mon assistant, mon adjointe qui me dit, non, mais calmez-vous, c'est pas grave, de toute façon, ils sont un peu fragiles parce qu'on leur a toujours laissé faire ce qu'ils voulaient, de toute façon. Plus, j'étais à la Caisse des dépôts, il y avait des trucs avec des énarques et tout ça, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Bon, puis à un moment donné, j'ai fait
une boulette politique un jour, c'est que j'ai monté une grande opération qui a eu beaucoup de résultats positifs d'un point de vue financier, mais j'avais été amené à l'époque à faire des trucs que je n'aurais pas dû faire. Entre autres, j'avais amené des trésoriers et payeurs généraux, c'est les plus hauts fonctionnaires quand même du Trésor. Hein, et j'avais amené tout ce beau monde jouer au casino à Monaco, au Loews, etc. Et la direction générale des finances, au niveau du ministère, m'a dit « Mais vous êtes un fou furieux, monsieur, on ne fait pas ça. » Et un jour, mon patron, 2 ans après que je suis arrivé, 2 ans, mon patron, qui est un type charmant, me dit un jour, il me convoque, ça, il me dit « Écoutez, Philippe, il faut que je vous pose une question de confiance. » Je dis « Mais dites-moi, monsieur le directeur, est-ce que vous pensez sincèrement être l'homme de la situation pour les mois et les années qui viennent ici ?» Et là, tu vois, j'ai dit non, honnêtement, j'ai un gros doute. Il dit bon. Donc, si on se séparait, bons amis, avec une rémunération décente, ça irait. Je m'essayerais très bien. Et ce qu'on a fait, et je suis même resté consultant pour eux pendant quelques temps, tu vois. Bon. Ça a été un truc où, et j'ai pris conscience d'un truc, c'est que, et ça, intellectuellement, c'était pas évident quand même. Hein. J'ai découvert à ce moment-là que pour moi, en fait, à titre personnel, le management, l'entrepreneuriat, tout ça, c'était pas mon truc. Moi, j'étais un pédagogue, j'étais un transmetteur, j'étais un vulgarisateur. Voilà. Et même ici, dans les cours que j'ai donnés ici, j'ai toujours essayé de limiter au maximum les cours de management au stricto sensu, parce que je dis, je suis désolé, je n'ai aucune légitimité, je dirais, sur ça. En revanche, sur la compréhension des comportements des gens, comment faire mieux avec ce qu'on a, comment essayer de développer des projets, maintenir sa motivation, ça je pouvais en parler, j'en avais une expérience. Donc ça a été, cette traversée-là, c'est une espèce de prise de conscience un peu compliquée, mais c'est vrai que c'est assez libérateur, parce que moi, le jour où j'ai compris que je n'étais pas fait pour le management, et que je ne serais jamais un entrepreneur au sens, ça m'a libéré complètement, tu vois, après pour dire, on va arrêter, non, on va passer à autre chose. Et la deuxième traversée que j'ai faite, c'est celle-là qui est plus récente, c'est que moi qui en fait ai toujours eu une santé de fer, et ben je me suis retrouvé il y a 2 ans et demi avec un pépin cardiaque. Pour la première fois, on m'a dit chose qu'on ne m'avait jamais dit. J'ai attendu 65 ans passer pour qu'on me dise écoutez, vous avez plus 20 ans. Maintenant, il va falloir vous calmer un peu parce que vous avez un cœur dans un très sale état. Et ah merde, alors ça, j'avais pas du tout anticipé ça. Ça, alors là, j'avais pas du tout anticipé. Et donc, n'ayant pas anticipé, il a fallu que je remette en question mon niveau d'activité, le nombre de conférences que je faisais. Et même ça a eu un rapport avec l'histoire du théâtre dont on n'a pas tout à l'heure, parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'avais proposé de faire à la FCP une prestation sur scène dans notre théâtre de référence que tu connais, que le théâtre Beau-Saint-Martin, sur le boulevard du même nom, et préparer ce truc-là, auquel tu avais assisté d'ailleurs, où j'avais un sac, je sortais des trucs. Préparer ce truc-là, en mode justement un peu plus one-man show et tout ça, m'a demandé une énergie, il m'a créé un stress colossal pour faire quelque chose qui en plus, in fine, moi, ne me satisfaisait pas. J'ai fait ça devait être le 3 ou le 4 décembre 2023, et le 11 décembre, j'étais aux urgences, à la Pitié, avec un problème cardiaque, etc. Et c'est vrai que mon épouse a toujours défendu mordicus l'idée que c'est ça qui m'a déclenché. Elle m'a dit, voilà, tu t'es mis un stress, je dirais, qu'en plus personne ne te demandait. Personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il a fallu que je fasse quelque chose qui ressemblait à ça pour élever, j'ai fait un truc qui me ressemblait beaucoup plus soft, etc. Voilà. Et ça a été un moment de remise en question, parce que voilà, même en termes de santé, même aujourd'hui, je suis en bonne santé, mais il est clair que, comme tous les gens qui ont des pathologies cardiovasculaires chroniques, voilà, j'ai des médocs, il faut que je fasse un petit peu attention à ma consommation d'alcool, à ce que je mange, et ainsi de suite. Bon, voilà. Ça a été aussi un passage, parce que je n'étais pas préparé du tout à ça. Moi, je faisais partie des gens qui jamais, quand je dis que je suis jamais malade, j'ai jamais eu la grippe de ma vie, quoi. Jamais. Voilà. Et c'est pendant mon incident cardiaque que je me suis chopé un Covid. Donc, tu vois, le corps te disait à un moment donné,
faudrait peut-être un peu... Bon, et ça m'était jamais arrivé. Ça a été un truc très... je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs, tu vois, à la fois surprenant, ça m'a décontenancé, mais c'était nécessaire puisque je suis reparti après sur... Ça a permis de prendre une leçon, mais qui n'était pas celle que tu étais prêt d'apprendre à ce moment-là. Oui, j'aurais pas fait que ce soit différent. Quoi. C'est ça. Voilà. Bon. Donc voilà, il y avait une qui était un peu... Alors, d'ailleurs, une était plutôt professionnelle, hein, celle de temps de la CNP. Voilà. Mais... Alors après, il y a dû y avoir d'ailleurs, maintenant en t'écoutant, il y a dû y avoir des micro-traversées parfois, tu vois. Mais celle qui était difficile, moi j'ai une mémoire qui est extrêmement sélective. C'est que les choses difficiles, je les oublie. Mais vraiment. C'est pour ça que tu veux travailler sur le tragique. Oui, absolument, parce que moi, c'est compliqué pour moi, je les oublie. Je me souviens que des moments sympas. Et pour conclure, tu veux nous donner une traversée, une anecdote positive, enfin, ou positive ou marrante, enfin, j'en sais rien, que tu as envie de partager avec nous. Qu'est-ce qui pourrait... qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une rencontre peut tout changer? Quand on me demande en 88 de faire mes premières conférences, je suis salarié, moi. Je suis salarié dans une boîte de conseil. Et celui qui était le gourou, en quelque sorte, et pour des raisons personnelles, était parti. Et l'entreprise m'avait dit, c'est une boîte de marketing, qui avait dit, écoute Philippe, maintenant c'est toi qui fais les conférences, hein. C'est toi qui vas être... Ah bon, je dis, mais vous êtes sûr? Bon, je fais la première, ça se passe bien, puis 2, puis 3. Et on est au mois de... Donc c'était au mois de mai 88, je pense. Et peut-être en septembre-octobre, on doit faire une mission pour la SACEM, pour, à l'époque, c'était Elf Aquitaine. Et je dois faire une conférence devant, je ne sais pas combien, 400-500 personnes dans le grand amphi de la SACEM, et on est 3 orateurs. C'est là où je suis pas à mon aise du tout. Il y a Mike Burke, qui est le patron à l'époque du Centre de communication avancée du groupe Havas, grand gourou des styles sociaux, etc. Il y a Bernard Tapie, et il y a moi. Et moi, je suis censé parler en dernier. Alors, je t'explique. Après Bernard Tapie. Ouais, et ça, je dis ça. Et donc, heureusement, alors on fait des réunions préparatoires. Les réunions préparatoires, t'imagines, les réunions préparatoires, c'est des déjeuners chez Drouin. Bernard Tapie, il arrive avec sa Porsche, il n'a pas le temps, il dit bonjour comme ça rapidos, puis il est ailleurs. Quoi. Bon. Heureusement, entre-temps, il change de truc, et ça sera... ils vont inverser le topo. Je vais parler en premier, Mike Burke parlera après, et Bernard Tapie terminera. Bon. Et moi, déjà, je dis, putain, il faut que je fasse gaffe, parce que les mecs, ils vont me comparer après. Ça va être... Qu'est-ce qui va se passer? Le truc démarre, et moi, je faisais à l'époque une petite conférence sur la motivation des vendeurs. Comment garder les vendeurs, éviter que les vendeurs se démotivent sur le terrain. J'avais un truc là-dessus. Je le fais. Mike Burke, derrière, fait un truc brillantissime sur les sociostyles des vendeurs, sur le vent. Et derrière, Bernard Tapie fait du storytelling. Alors là, on est au... Il y a un cocktail après. Il y a un cocktail. Tout le monde passe au cocktail. Donc Bernard Tapie, ça agglutine autour de lui, t'imagines. Moi, je suis avec mon patron, nous on est là, dans des petits fours à la coupe et tout ça. Et on est déjà, moi déjà, j'en suis sorti. Je me suis sorti vivant, donc ça va un peu mieux. Voilà. Et il se passe un truc incroyable que j'ai jamais oublié. Bernard Tapie, à un moment donné, il dit, écoutez, messieurs, mesdames, excusez-moi, je dois prendre congé. Voilà, son chauffeur est là et il quitte la pièce. Il quitte la pièce. Et au moment où il quitte la pièce, il se retourne, il me voit. Et il dit à son chauffeur, puis probablement dit, attends, j'ai un truc à faire. Il arrive vers moi. Moi, j'ai mon patron à côté, et Bernard Tapie arrive vers moi. Et il me dit, tiens, toi, je voulais te dire un truc à propos. Rappelle-moi ton prénom, je ne me souviens plus. C'est quoi? C'est Philippe, j'ai 28 ans, 29 ans. C'est Philippe. Voilà, écoute, Philippe, je voulais juste te dire un truc. Je t'ai écouté, là. Alors, t'en fais ce que tu veux, hein. Mais toi, mon gars, tu vois, t'as de l'or dans la voix. Si tu sais utiliser ça, crois-moi, ta fortune est faite. Je sais de quoi je parle. Allez, ciao, salut. Puis il est parti. Puis je l'ai plus jamais revu. Tu vois. Et je suis rentré. Alors, mon patron qui me dit... c'était drôle, parce qu'on on a beaucoup discuté avec lui. Il avait vu ça, il n'avait pas voulu, il vient vers moi, il me dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, Tapie? Il m'a dit que tu vas devoir m'augmenter. et quand je suis rentré le soir, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, écoute, tu ne vas pas me croire, mais
Tapi m'a dit, puis je raconte ça, et elle me dit, et puis alors, mon épouse me dit, tu sais, faut pas croire, il a peut-être raison, mais lui aussi, des fois, il dirait, s'il avait un peu picolé, fais gaffe quand même. Hein, c'est pas une raison pour partir, parce que je commençais à m'emmerder dans la boîte où j'étais. C'est pas une raison pour t'en aller. Hein. Si il t'a dit ça, laisse mûrir, laisse maturer. Eh bien, on va sur ces mots nous quitter. Je te remercie. Merci en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et dans ce lieu cher à mon cœur, ça me fait plaisir. Ça. Et vraiment, je voudrais vous inciter à aller retrouver les livres de Philippe, retrouver les conférences de Philippe, qu'on peut bien sûr trouver sur YouTube ou sur ta chaîne. Ou sur le site, oui. Même sur le site. Okay. On vous remettra tout ça sur les informations. Alors, à très bientôt sur La Traversée, quand on fera le débriefing de Philippe Gabillet. Merci Philippe. Merci beaucoup Hervé. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.